Grève, début de reprise dans une certaine confusion à la SNCF et cet après-midi timidement à la RATP. La CGT et Force ouvrière appellent à une nouvelle manifestation samedi et à des négociations immédiates avec le gouvernement. Signature des accords de paix sur la Bosnie ce matin à Paris, un seul pays mais un partage de fait entre Bosniaques et Serbes. Madame, Monsieur, bonsoir. Signature officielle ce matin à Paris en présence de plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement des accords de paix en Bosnie qui mettent un terme à 4 années de guerre civile féroce, une guerre qui a fait plus de 200 000 victimes. La signature a eu lieu ce matin à l'Élysée. Au même moment, nos envoyés spéciaux, Gilles Rabine, Bernard Ronflet, filmaient dans Sarajevo. On ne pavoisait pas ce matin à Sarajevo, la lassitude et la fatigue de 44 mois de siège pouvaient se lire sur tous les visages. On était soulagé malgré tout. Il n'y a pas eu de concession de dernière minute. La ville de Sarajevo sera réunifiée et espère redevenir la capitale de la tolérance qu'elle était dans les Balkans. Il y aura de la place pour tous dans la paix, pour chaque homme et femme, et même pour leurs chiens. Une demi-heure après la signature, 4 explosions retentissent sans faire ni blessés ni dégâts. Les Serbes de Gorbavica signifiaient leur déception, mais personne ici n'y a prêté attention. Sarajevo reste toujours une ville en sursis et en survie. Et si la neige a donné à la ville assiégée un petit air de Noël, ce n'était que le temps d'une récréation. À Sarajevo, même le bonhomme de neige porte une Kalachnikov. Purification ethnique, acte de barbarie, 2,5 millions de réfugiés, autant de mots et de faits que l'on croyait rayés du dictionnaire en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui sont malheureusement réapparus pendant cette guerre civile en Yougoslavie et principalement en Bosnie, bien entendu. L'accord signé ce matin reste fragile, mais il a le mérite d'exister et de mettre un terme au combat. C'est ce qu'a souligné le président de la République, M. Chirac, ce matin, à l'occasion de la signature officielle à l'Élysée. Philippe Arroy. Ils ont l'air un peu perdus. Le président serbe Milosevic, le croate Tudjman et le bosniaque Izetbegovic, et pour cause. Une grande première pour eux que cette signature d'un traité de paix, sous l'œil attentif des parrains. L'Espagnol González, le président Clinton, Jacques Chirac, le chancelier Kohl, John Major, le russe Tchernomyrdine vont apposer également leur paraphe. Ils s'engagent à consolider la paix. Poignée de main historique des anciens belligérants, il a fallu 4 ans de tragédie pour en arriver là. Le rétablissement durable de la paix incombera d'abord aux États et aux communautés de la région. Et j'appelle les responsables à tourner définitivement la page de la guerre et de la haine. Et c'est en autocar que les protagonistes de la paix se rendent à un déjeuner au Quai d'Orsay, tous ensemble. Tout un symbole. L'accord de paix en Bosnie existe, il a ce mérite essentiel. Il évite le démantèlement du pays, mais de fait, la Bosnie est séparée en 2 entités bien distinctes, les Serbes d'un côté et la fédération croato-musulmane de l'autre. Ce sera au pays qui parraine cet accord de le faire respecter également. Philippe Rochon. L'accord de Dayton apporte la paix, mais il consacre aussi le partage de la Bosnie. La naissance de la fédération croato-musulmane, en vert sur la carte, permet d'équilibrer la puissance des Serbes qui se voient attribuer 49% du territoire de la Bosnie. Mais sur le terrain, le partage est loin d'être net. Il faut relier les enclaves, comme l'enclave musulmane de Goražde, en plein territoire serbe, à la région à laquelle elle est rattachée par un véritable corridor en jeu de nouveaux conflits. Sarajevo devient la capitale réunifiée de la Bosnie. Les Serbes qui vivent ici devront donc l'accepter ou plier bagage. L'accord de Dayton exige que les réfugiés de tous bords, musulmans, serbes, croates, puissent rentrer chez eux, mais c'est un vœu pieux. Leurs demeures sont souvent détruites, brûlées ou même occupées par d'autres réfugiés qui n'avaient rien. De même, tous les prisonniers doivent être libérés, mais qu'en reste-t-il? Que reste-t-il aujourd'hui des hommes de Goražde après ces combats où précisément on ne voulait pas faire de prisonniers? Les 60 000 hommes de la force internationale qui devront veiller à l'application des accords vont se retrouver devant un véritable casse-tête juridique, mais l'espoir de paix passe aussi par cette épreuve. Dans ce traité, il y a des points plus tangents que d'autres, sur le terrain du moins. Des enclaves, des couloirs pour passer de la partie serbe à la partie bosniaque de la Bosnie. Et l'on sait, quand on connaît l'histoire,
combien ce type de montage diplomatique savant est difficile à faire respecter. C'est le cas par exemple du corridor de Brčko au nord-est du pays qui fait communiquer les deux parties serbes de la Nouvelle-Bosnie. Laurent Boussier, Alain Dubas, reportage. Nous sommes dans les faubourgs de Brčko, dans la partie tenue par l'armée bosniaque. C'est ici qu'ont eu lieu les combats les plus acharnés de toute la guerre. Tout est détruit sur plusieurs kilomètres de profondeur. Les deux armées se sont acharnées sur cette étroite bande de terrain stratégique pour les Serbes, puisqu'elle relie les deux moitiés de leur territoire, mais où vivait avant la guerre une majorité de Croates et de musulmans. La première ligne bosniaque. Depuis quelque temps, le front est plutôt calme, malgré les provocations de part et d'autre. Les maisons d'en face, à moins de 50 mètres, sont en territoire serbe. L'une d'entre elles intéresse particulièrement Ramić, la sienne. Exilé à quelques dizaines de mètres de chez lui, il s'est battu pendant toute la guerre sur ce front, rêvant du jour où il pourrait rentrer dans sa maison. Alors, l'arbitrage international qui devra dire dans un an si Brčko reste serbe ou redevient bosniaque n'a pour lui aucune valeur. Ce serait terrible pour nous si les Serbes avaient le droit de rester à Brčko. Nos pères, nos grands-pères sont enterrés là-bas. Si la communauté internationale ne nous redonne pas la ville, nous la reprendrons militairement. Même son de cloche, mais en plus dur chez les Croates qui tiennent aussi une partie de la ligne de front. Si les Serbes restent, dans 1, 2 ou 3 ans, il y aura de nouveau la guerre. De toute façon, nous ne laisserons pas cette paix injuste s'installer. Le corridor de Brčko, c'est donc une bombe à retardement dans les accords de paix signés à Paris. Ce sera évidemment la partie la plus difficile de la mission des Américains dans le nord de la Bosnie. Avant de venir aux grèves en France, en bref encore à l'étranger, manifestation extrêmement violente aujourd'hui, la nuit dernière très exactement dans la banlieue de Londres, à la suite du décès d'un jeune noir dans un commissariat de police. Plusieurs dizaines de jeunes sont descendus dans la rue armés de battes de baseball pour tout saccager sur leur passage. 22 personnes ont été arrêtées. Incontestablement, une reprise s'amorce en France dans l'ensemble des transports en commun au 21e jour de la grève SNCF, 17e jour de la grève RATP. Reprenons les choses dans l'ordre. Le gouvernement a fixé à jeudi prochain un sommet social. La CGT et surtout Force ouvrière, par la voix de M. Blondel, demandent à négocier immédiatement et se propose, avec le concours de la Fédération des syndicats universitaires, d'organiser une nouvelle grande journée de manifestation samedi dans toute la France. Reste que dans les dépôts SNCF et RATP, les assemblées ont été assez vives aujourd'hui, souvent, et pour la première fois cet après-midi, des autobus et surtout des métros se sont remis à circuler à Paris. Frédéric Crotta, Joseph Bachtik. C'était en fin d'après-midi un train toutes les 20 minutes sur la ligne numéro 1. La joie éclate, mais elle ne concerne qu'une extrême minorité d'usagers. 2 lignes seulement proposent des rames, timide frémissement de reprise. Nous constatons que des trains pourraient circuler et que les piquets de grève s'y opposent. Difficile de confirmer cette information. Ni la direction de la RATP ni les grévistes ne nous ont autorisés à visiter plusieurs stations. La direction avait affirmé également que des grévistes s'étaient couchés sur les rails, mais là encore impossible de vérifier. Ces grévistes qui sortent d'une assemblée générale ne souhaitent pas s'exprimer. Vous êtes méchamment manipulés, je ne sais pas par qui, mais vous êtes manipulés. Quelques privilégiés ont donc retrouvé tout à l'heure leur métro, mais sans trop y croire. C'est désert. J'ai jamais pris le métro à 6h, 6h10, 6h30, 6h15, avec aussi peu de monde. Les gens sont plus habitués à le prendre, j'ai l'impression. Ouais. Ils ont raison parce qu'il n'y a pas beaucoup qui passent. Hein. C'est insolite, il n'y a que ce métro. Il y en a d'autres, vous savez? On ne sait pas. On commence à avoir les mollets qui... On démonte les pneus. Le Parisien est décidément devenu méfiant. Même dans le métro, il conserve sa petite reine. Je l'ai acheté exprès pour les grèves. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Je vais le donner au gars de la RATP. À la SNCF, un mouvement de reprise, je vous le disais, s'est également amorcé. Les trains ne fonctionnent pas pour autant encore, mais dans le nord, le nord-est, comme à Calais, Reims et Strasbourg, en tout 19 sites sur 345 ont décidé de reprendre le travail. Françoise Laborde. Tous ensemble demain, on va pas... Et que... Attendez. Pas si simple. Une assemblée générale plutôt chahutée, ici au dépôt de Lille-Fives, où les cheminots ont voté la reprise du travail à une majorité de 61 voix.
sort tous ensemble d'ici, on va tous ensemble à la commande, se porter disponible pour demain matin 6 heures. S'ils espèrent toujours un retrait du plan Juppé, les cheminots estiment que leurs deux principales revendications catégorielles ont été entendues. Nous ne pouvons plus supporter, nous tout seuls cheminots, le poids du retrait d'un plan Juppé, alors que d'autres, depuis une dizaine ou une quinzaine de jours, auraient dû nous rejoindre depuis longtemps dans l'action. Après 21 jours de grève, le trafic pourrait reprendre très progressivement dans la région. La direction régionale annonce dès demain 6 heures l'ouverture de la ligne Roissy-Lille, à défaut de pouvoir atteindre Paris. 10h30, la reprise du travail est votée à une large majorité. Certains se sont inclinés, mais tous semblent détendus. On a gagné sur pas mal de choses. Il y a peut-être un goût d'inachevé dans ce qu'on a pu avoir. Mais il faut partir d'un principe, c'est qu'on est arrivé à un moment de lassitude pour beaucoup. Donc il restait quelques gens absolument convaincus. Mais bon, à partir d'un moment donné, il faut savoir terminer aussi. Et je suis content que ça soit terminé dans de très bonnes conditions. Une sortie de grève plus qu'honorable, c'est également ce que revendiquent les autonomes, le syndicat majoritaire à Strasbourg. On peut sortir la tête haute, hein, et ça peut servir d'exemple aux autres. Hein. On n'a vraiment pas à baisser la tête. Hein. On a quand même 19 jours dans les dents. 19 jours, ça va nous faire un salaire à blanc. Hein. Et il ne faut pas se leurrer, l'entreprise n'a jamais fait cadeau des jours de grève. Hein. On va payer nos cotisations, on va se retrouver avec moins 9 000 francs. Hein. Mais pour certains, ces 20 jours de grève auront un goût d'inachevé, même s'ils se sont ralliés ce matin sans état d'âme au vote de la majorité. A l'inverse maintenant, d'autres régions comme Chambéry, Chalon-sur-Saône et plus bas en descendant vers le sud des Alpes-Maritimes, vers Marseille, sont toujours dans la grève. Les cheminots marseillais ont décidé ce matin, à une large majorité, de continuer leur mouvement. Patrice Velay, Jean-François Georgetti. Une assemblée générale très suivie, très déterminée. Ici, pas question de reprise comme dans certains dépôts. Après les prises de parole, un vote à bulletin secret, comme d'habitude chez les cheminots marseillais. Ce matin, la grève a fait le plein des voix. Sur le dépôt de Marseille, il y a 176 votants, il y a 162 pour la continuité du mouvement, 6 nuls et 8 contre. La grève continue. CGT, CFDT, même combat. Pour ces syndicats, rien n'est réglé. Ils attendent toujours l'ouverture de véritables négociations. On ne veut pas céder puisque le gouvernement ne cède pas. Il y a deux revendications très fortes qui sont toujours présentes. Le retrait du plan Juppé dans sa globalité, avec nous pensons bien entendu à notre régime spécial, mais aussi le contrat de plan. Et là on a la pêche comme au premier jour. Ligne dure donc à Marseille. La CFDT locale s'est même opposée ce matin aux propos de sa direction confédérale. Les cheminots marseillais veulent trouver leur voie eux-mêmes sans les conseils des responsables parisiens. Peut-être quelques perturbations à prévoir demain dans le trafic aérien en raison d'un préavis de grève lancé par la CGT, CFDT et FO des contrôleurs du ciel. Monsieur Juppé a fixé donc à jeudi prochain, 21 décembre, son sommet social avec les syndicats. Louis Vianney de la CGT, Marc Blondel de Force ouvrière estiment qu'on n'a pas le temps d'attendre, il faut, dit M. Blondel, négocier tout de suite. Séance tenante. Laurent Bailly, Agnès Molinier. Samedi, c'est la date des syndicats, celle des manifestations que Force ouvrière prépare avec la CGT et les enseignants de la FSU. En revanche, une autre date leur pose problème, celle choisie par Alain Juppé pour organiser le sommet social. Chacun de son côté, Marc Blondel et Louis Vianney ont écrit au premier minute. J'espère que cette fois il me répondra, ou plus exactement, je me fous de la formule de politesse, même s'il n'y en a pas, mais la bonne réponse, ça serait par exemple qu'ils disent le 21 c'est trop tard, on avance. Le 21 décembre c'est trop loin, parce que si l'on veut véritablement créer les conditions pour une détente, il ne faut pas donner l'impression qu'on renvoie la balle de semaine en semaine. En attendant, dès aujourd'hui, des réunions préparatoires ont lieu. Les enseignants de la FSU ont été reçus cet après-midi par Alain Juppé. Ce soir, Bernard Ponce, le ministre des Transports, rencontre les fédérations de cheminots. Mercredi prochain, le ministre Dominique Perben rencontrera les fonctionnaires. Ce soir, Jacques Barrot, le ministre du Travail, doit indiquer au Sénat si le gouvernement maintient oui ou non la date du 21 décembre pour organiser le fameux sommet social à Matignon. Ce soir, M. Jean Gandois, le président du CNPF, ne se montre pas très chaud pour ce sommet social, tout au moins à la date du 21 décembre. Il préférerait, lui, qu'on le reporte au 15 janvier prochain.
Dans le reste de la fonction publique, la tendance est également à la reprise, à la Poste qui signale officiellement, ce sont les chiffres officiels, moins de 3% de grévistes, 4% pour France Télécom, et dans la fonction publique, 5,5% toujours selon les chiffres officiels. Enfin, sondage Figaro-Sofres, 53% des personnes interrogées ont toujours de la sympathie pour les grévistes de la fonction publique. En revanche, 90% se déclarent vraiment gênés désormais par leur grève. Enquête sur le meurtre de M. Poulet-Dachary, le bras droit du maire de Toulon, M. Le Chevalier. 5 personnes du Front National appartenant au service d'ordre du parti ont été placées en garde à vue aujourd'hui, puis relâchées après interrogatoire. Le journal Libération en difficulté. Le plan de relance de son directeur, M. Julie, est rejeté par le personnel qui n'accepte pas, entre autres, la suppression de 95 emplois, principalement des emplois de journalistes. Patrice Romden, Didier Rancoeur. À Libé, tout le monde est d'accord. Le quotidien a besoin d'un plan de redressement. Cela tombe bien. Le groupe Chargeur de Jérôme Sédou propose de le financer, mais en posant un préalable, 95 licenciements. 95 départs, ça ne tient pas la route du point de vue du fonctionnement futur de Libération. Avec la suppression d'un quart de l'équipe, on ne fera pas le même journal. Et pour nous, ça nous paraît trop cher payé. Trop cher payé, l'expérience de Libé 3. Un journal mammouth, comme l'on dit ici. 80 pages quotidiennes qui n'ont jamais trouvé leur lectorat. Ceux qui étaient déjà lecteurs de Libé ont été déçus. Ils ont eu l'impression qu'on se fichait un peu d'eux, qu'on les trahissait. Quant à ceux qui n'étaient pas lecteurs de Libération, ils n'ont pas non plus compris souvent ce qu'était la logique qui avait animé la rédaction. Deuxième problème, c'est que cette rédaction qui s'était finalement organisée, structurée autour du Libération des années 80, elle non plus ne savait pas faire ce journal, ne le comprenait pas. Et donc elle a fait un journal beaucoup plus fade, moins intéressant qu'on aurait pu probablement l'imaginer. Conséquence, 73 millions de pertes en 94, 110 cette année. Et bientôt, pour le quotidien de Serge Julie, une alternative et une seule. L'équipe aura en dernier ressort à trancher sur veut-elle jouer son avenir avec Chargeur ou préfère-t-elle finalement mettre fin à une très belle aventure. Mais je crois que ça serait dramatique pour tout le monde. Donc on n'en est pas là. On n'en est pas là, certes, mais tout de même, il y a urgence car au 20 janvier se profile la perspective d'une cessation de paiement. Jugement en appel dans le procès Urba à Rennes, la société qui servait à financer le Parti Socialiste. Le procureur a requis 2 ans de prison avec sursis pour l'ancien premier secrétaire du PS, M. Emmanueli. 2 ans de prison avec sursis également pour M. Gérard Monat, l'ancien PDG d'Urba. Tous deux avaient été condamnés en première instance à 1 an de prison avec sursis et également une amende. Revenons encore sur un autre mode, sur les grèves qui paralysent trains, métro, autobus en Ile-de-France. Ce soir donc, un tout début de reprise du trafic est observé. Et les Parisiens, eux, commencent à vraiment se lasser de la marche à pied et du pare-choc contre pare-choc à très haute dose. Nicolas Vinclair, Jean-Louis Bousser. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, eh bien à la fin, elle s'habitue. 21e jour d'embouteillage monstre, si on calcule bien, ça fait 3 semaines d'horreur sur les routes. Le moral des Parisiens est à l'image de leur carburateur, largement encrassé. Ils sont un tout petit peu très énervés. Bordel, et j'en ai marre. Ça commence. Écoutez, je suis à la limite de la dépression. Vous êtes un peu excédé, un tout petit peu agacé. Morose, excédé et énervé. Les trottoirs de Paris, voilà à quoi ils ressemblent. Après 3 semaines, on fatigue, le moral est démoli. À Paris, on mollit des mollets. La France coupée en deux, il y a ceux qui veulent changer la société et ceux qui se contentent de changer les roues. Ceux-là, au moins, font une bonne affaire. Cette boutique fait chaque semaine l'équivalent d'1 mois de chiffre d'affaires. On n'a jamais vu rouler autant d'authentiques antiquités. Alors tout va mal. Il est né à la même date que moi, c'est-à-dire en 1961, et il est fatigué. Il est fatigué et il n'est pas le seul. Au bar autour du zinc, on n'a pas un moral en acier, ça n'empêche même plus de voir rouge, s'envoyer un petit blanc. Les conversations sur la grève, ça fait combien de pourcents des conversations qu'on a dans la journée en ce moment à Paris? Bon, je sais pas si c'est tous les jours, mais c'est le matin au moins et le soir quand on repart. Et entre les deux, on n'en parle pas, on l'a subi, c'est ça? Exactement. Aux abords de l'Elysée, les forces de l'ordre bloquent la circulation. Remarquez, ça fait désordre, elle était déjà bloquée. Mais s'il est vrai que Paris vaut bien une messe, alors Sarajevo vaut certainement un embouteillage, même si les Parisiens en ont assez que Sarajevo soit à 2 heures de Notre-Dame et Versailles à 4 heures de Paris. Le prix des critiques de cinéma, le prix Louis Deluc attribué au film de Claude Sautet, Nelly et Monsieur Arnaud. Consécration par les critiques, donc consécration également pour le public, par le public, plus d'1 million d'entrées.
Invité spécial ce soir, monsieur Édouard Balladur, interrogé par Jean-Luc Manot, Alain Duhamel.